Salut Victor, Salut Guillaume, je suis bienvenue super dans content ce... d'être là. Eh ben moi aussi, ça me fait plaisir, je suis content d'être là, je suis content de te recevoir. Ça a été quoi ta plus grande victoire de ce début de journée jusqu'ici? Là, on est en début d'après-midi. Ça a été quoi ton fait de gloire de ce mardi? Ouais, j'ai réussi à aller à ma séance de muscu qui était programmée ce matin. Pas mal, respect. C'était une séance un peu violente, mais au moins elle est passée donc je suis content. Ça c'est fait. Tu te cherches des excuses ou jamais? T'es Non, discipliné jamais. en toutes circonstances. Donc toujours discipliné. Parfait. Victor, on enregistre cet épisode le mardi 3 février et figure-toi que ce même jour de 1709, je suis sûr que tu le savais, Alexandre Selkirk est secouru après 4 ans seul sur une île déserte et son histoire va inspirer Robinson Crusoe. Toi, c'est quoi la toute première chose que tu ferais en arrivant sur une île déserte? Oh, je pense que je m'installerai tranquillement sur la plage pour faire une petite bronzette. On va profiter. Avant que se posent les vraies questions. Victor, on va commencer avec notre traditionnelle question d'ouverture. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Mais à ce stade, je t'interdis, on va le dire, de parler de sport en général. Donc, qu'est-ce que nos auditeurs doivent savoir de toi qui ne concerne pas directement le sport? On aura le temps de développer, bien sûr, après, mais dans les grandes lignes, en tout cas. Ok, bah moi c'est Victor, j'ai 31 ans. Je suis papa d'un petit garçon de 3 ans, bientôt 4 ans. Je suis marié à Marie du coup. Je suis médecin à la base, j'ai fait mes études sur l'île de la Réunion où j'y ai vécu pendant 4 ans. Et voilà, maintenant j'habite près de Perpignan, en France métropolitaine du coup. Alors, toi, tu n'as pas le droit de le dire, mais moi, je peux le dire médecin du sport. Donc, c'est ça, tu es en train de, après avoir une formation de généraliste, c'est ça, tu es en train d'évoluer vers le sport. Ouais, plutôt. Je fais beaucoup de sport. Enfin, j'ai toujours fait un petit peu de sport depuis que je suis jeune. Et là, actuellement, ça a pris une part très conséquente dans ma vie, effectivement. Donc là, le sport dans ta jeunesse, est-ce que tu veux nous en parler? Je sais que tu as fait beaucoup de vélo. Quelle était voilà, ton implication dans ce sport-là? Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier avec le cyclisme? Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, à quel point, en tout cas, le sport était essentiel à ton enfance et à ton adolescence? Non, bah, j'ai baigné dans le cyclisme, effectivement. C'est mon papa qui faisait du vélo quand il était plus jeune et surtout mon grand-père. Donc, par la force des choses, venant du Nord, là-bas, c'est vraiment un pays de vélo. J'ai pris ma première licence, je devais être en minime ou en cadet. Voilà, après, honnêtement, j'ai jamais été très très sérieux, donc je faisais ça en parallèle de jouer beaucoup à l'ordinateur, on va dire. Donc, voilà, j'ai eu des belles années de vélo, mais voilà, maintenant ça a plus migré vers la course à pied et le trail en particulier. Est-ce que déjà, même si on comprend que tu ne mettais pas une discipline de fer, est-ce qu'il y avait quand même malgré tout cette aspiration à être performant ou en tout cas cette notion de compétition? Est-ce que c'est quelque chose qui est caractérisé ou c'était plutôt du loisir et une façon de te dépenser? Ou est-ce que tu mettais une forme d'enjeu? Non, toujours, il y a toujours le côté performance qui rentre en compte depuis que je suis tout petit. Le seul problème, c'est que vraiment à l'époque, j'étais pas du tout sérieux dans ma pratique. Je pouvais très bien rester sur l'ordinateur jusque 2 3 heures du matin et prendre le départ d'une course le lendemain, donc forcément ça marchait pas très bien. Mais en fait, c'est parce que j'étais aussi compétiteur sur l'ordinateur dans les jeux en réseau, donc, donc on pouvait pas être partout en fait. T'es du genre mauvais perdant? Non, non, je pense Non? pas. J'essaye d'être, en tout cas, j'essaie toujours d'être le plus fair-play possible. Et bon, il y a forcément des moments où je vais perdre et ça va m'agacer. Mais de manière générale, non, si je perds, je l'accepte. C'est comme ça, c'est que l'adversaire était plus fort que moi, c'est tout. Comment est-ce que tu te révèles quand tu étais plus jeune? On a parlé de la médecine là, brièvement tout à l'heure. Est-ce que ça a été une vocation pour toi, une évidence, ou est-ce que tout ça s'est dessiné progressivement? Comment tu t'imaginais plus tard? Quand j'étais petit, déjà, j'aimais beaucoup les matières à l'école qui tournaient autour de la SVT, la science de la vie et de la Terre. C'est des choses qui me plaisaient beaucoup. L'anatomie, c'est bête, mais j'ai adoré ça. Et en fait, c'est aussi en discutant tout simplement avec mon papa ou avec d'autres personnes qui me conseillait certaines voies comme la voie de la médecine puisque on sait que c'est une voie où voilà il y aura c'est bête mais il y aura toujours du travail et moi ça m'avait enfin c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais petit d'avoir entendu ça donc quand je voyais que dans le vélo ça marchait pas forcément bon après encore une fois sans être très sérieux après après la terminale j'ai tout simplement choisi de sécuriser cette voie en partant en médecine voilà et j'ai tout donné en médecine parce que c'était un peu un côté la première année c'est un peu un côté compétition donc en fait je me suis vraiment plu dès le début. C'était quoi ce qui te motivait justement, qui te portait dans la médecine? Hum, la science du corps humain honnêtement c'est quelque chose vraiment je me suis surpris à être passionné par ça notamment tout ce qui est tout simplement l'anatomie c'était une de mes matières préférées et on avait un bon groupe d'amis
avec qui je faisais du sport justement juste avant. Parce que en terminale, j'étais en sport-études et en fait, il y a une partie de ces amis-là qui sont partis également en médecine. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés et on pouvait débriefer, on pouvait parler de médecine et du sport, à longueur de journée. Donc finalement, voilà, ça s'est passé comme ça tout simplement. Tes débuts en course à pied, en tout cas, le projet de ta première diagonale des fous dont on va parler un peu plus tard, mis à part, est-ce que tu as des souvenirs de tes premières fois en course à pied? Est-ce que avant cette année 2019, est-ce que tu avais déjà pris plaisir à courir? Est-ce que c'est une discipline que tu avais un peu explorée ou tu tenais loin de la course à pied? Non, bah, en fait, j'ai dû lâcher le vélo en médecine parce que tout simplement, le vélo pour s'entraîner, c'est quand même assez compliqué, ça demande beaucoup de temps. Et le plus simple, en fait, c'était la course à pied. Donc simplement, tu prends une paire de baskets et tu peux aller courir après les cours ou après une journée au CHU. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la course à pied. Et forcément, bah, le premier objectif, ça a été de faire un 10 km ou un semi-marathon. Donc j'ai découvert ça tout simplement en 2017 de cette manière. Et bah, c'était toujours pareil le côté. Alors, il y avait ce côté où on courait avec les copains en sortant de la bibliothèque tous les soirs. Mais il y avait aussi ce côté où voilà, il y a un 10 km de prévu, on va essayer de le faire en moins de 40 minutes. Voilà, il y a un semi-marathon de prévu, on va essayer de le faire en moins d'1h20. C'était vraiment comme ça que je suis arrivé à la course à pied. Donc il y avait déjà cette envie de bien faire, en tout cas cette aspiration à performer et quand même tu mettais pas un enjeu fort à cette pratique-là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand on sortait, il y avait ce côté vraiment rigolade avec les copains, mais il y avait aussi derrière, on s'entraîne pour quelque chose. Enfin, il y a un objectif, un objectif en compétition derrière tout ça. Si on s'attache là aux victoires d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu pensais d'aujourd'hui, tes points forts justement, en course à pied, alors à la fois dans la sphère, mentale et dans la sphère physique et puis, les secteurs dans lesquels tu aspires encore, à progresser, qui sont des chantiers pour toi? Mmh, je pense que mes points forts en course à pied, c'est plutôt mon endurance, à mon avis. J'ai une bonne économie de course, si on parle technique un petit peu. Allons-y. Un palier sur lequel j'aimerais bien travailler, je pense qu'il y a un de mes points faibles à l'heure actuelle, c'est peut-être ma VO2 max que je peux améliorer, parce que je l'ai jamais vraiment travaillé. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais m'y mettre là. Hum, Tu loin du coureur qui a eu, 101 VO2 max la semaine dernière, tu l'as vu passer ce coureur? bien sûr que je l'ai vu passer, ouais. Alors je sais pas si c'est vrai ou si Vrai ou c'est de pas la vrai? com. Je sais qu'en tout cas en faisant ça, il rentre clairement dans la tête de ses adversaires, donc c'est en tout cas c'est une bonne stratégie pour les prochaines échéances. Objectif 101. Et OK et oui, dans les sphères sur lesquelles tu aspires à progresser, excuse-moi, tu m'as Attends, dit? excuse-moi, j'ai eu un bug au même moment, excuse-moi. OK. Et donc la VO2 max, c'est ça, c'est un chantier pour toi? Ouais, 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 je pense. Il y a matière à travailler. Alors ça s'améliore pas, on peut pas tripler de VO2 max, bien évidemment, mais c'est toujours des petits points qu'on va chercher à améliorer. Et je sais que ça, c'est un levier sur lequel j'ai pas encore vraiment travaillé en tout cas. Comment est-ce que tu t'organises là aujourd'hui en termes d'entraînement? Tu as un quotidien, qui est, évidemment chargé entre le soutien de ta thèse, à venir, ta vie familiale, tu nous en as parlé, la création de contenu aussi. Hem, Quelle place trouve l'entraînement? Est-ce que c'est aujourd'hui facile de lui trouver la place? Est-ce que c'est une des premières choses que tu fixes dans ton agenda? Ouais, alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que ça ne l'a été, puisque bah forcément, quand je faisais mon internat sur l'île de la Réunion, c'était assez compliqué, on va pas se mentir. Maintenant, là, en fait, depuis là, le 1er septembre, il y a mon petit qui a plus de 3 ans, donc qui va à l'école. Il y a ma femme qui a repris un travail après avoir pris un congé maternité pour s'occuper du petit. Et moi qui ai la chance de vivre de commencer à vivre de ma passion en fait. Donc en fait le matin c'est il est 8h30, je dépose le petit à l'école et mon bureau c'est la Massane. La Massane c'est une petite c'est une montagne, enfin c'est une tour au sommet d'une montagne des Alberts ici là dans le Languedoc-Roussillon et voilà, c'est là-bas que je passe la plupart de mon temps. Toi aussi, tu as des difficiles journées, au bureau. Très difficile. Courage, Des tiens bon fois. Victor. Est-ce En ce moment il fait vraiment froid alors que cet été il fait vraiment chaud. Voilà, c'est vraiment très difficile. Est-ce que toute cette période-là d'entraînement, est-ce que c'est un plaisir en soi? Est-ce que c'est plutôt, au service de tes objectifs de course ou est-ce que, quelles que soient les circonstances, c'est vraiment une réjouissance? Ah non, c'est un plaisir avant tout. Ça c'est sûr. Enfin, moi je pense que de toute façon, si on n'est pas passionné, on peut pas s'entraîner autant, ça c'est sûr et certain. Moi aujourd'hui, j'ai un petit peu, on va dire, orienté ma vie pour qu'elle soit comme ça aujourd'hui. Et c'est ce qui me permet de pouvoir dire que la montagne c'est mon bureau, c'est que c'est avant tout c'est une passion
Et c'est comme ça que j'ai réussi à en arriver là. C'est parce que c'est une passion. Tu as eu un entraîneur auprès de toi. Pardon. Tu avais un entraîneur auprès de toi à tes débuts. Là, tu as renoué tout récemment. Qu'est-ce qui t'a guidé dans ce choix-là de faire appel à nouveau à un coach? C'était quoi le besoin peut-être que tu ressentais? Et effectivement, j'ai eu un entraîneur du coup pour préparer ma toute première diagonale des fous de juin à octobre en 2019. Et là, j'ai décidé de reprendre un entraîneur. Alors, c'était pas forcément prévu que ce soit là maintenant. C'est juste un pur hasard. Je, je, j'ai quand même, enfin, je me documente énormément sur la science de l'entraînement, ce qui me permet de progresser, de me coacher entre guillemets moi-même. Et je m'étais toujours dit, le jour où je vais stagner, ou que je vais pas réussir à progresser, bah, ce sera le moment vraiment de passer la main et de voir avec un coach ce que je peux faire. Tout en sachant que du coup, il y a différents leviers sur lesquels je peux travailler. Typiquement, bah, je te parlais tout à l'heure de la VO2 max, mais je te parle aussi tout simplement de mon volume ou d'autres leviers. Mais je savais que pour pouvoir exploiter ces volumes, ces leviers-là au maximum, il me fallait du temps. Avant tout, c'est du temps qu'il faut. Maintenant, le temps, là, je commence à l'avoir depuis septembre. Donc finalement, j'aurais pu appuyer sur ces leviers. Et en fait, j'ai rencontré Jonathan Lecomte, du coup, qui est un médecin du sport, parce que j'ai eu un petit bobo là, à mon mollet, donc par la force des choses, je l'ai rencontré, on a discuté, et en fait, il s'avère qu'il a aussi un diplôme de coach, et il m'a proposé du coup de ses services, tout simplement, pour me coacher là en vue de la saison qui arrive. Donc forcément, il a une casquette à la fois scientifique et de coach qui me plaît beaucoup. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, on a parlé de tout ça tous les deux. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est que moi, ça me décharge, entre guillemets. Ça me permet de passer un petit peu la main. Comme là, j'ai des séances d'un fractionné à faire, j'ai de la musculation à faire. En fait, j'y pense plus. C'est lui qui me donne ce que j'ai à faire. Et ça va dans le sens de ce que je faisais. Et on en discute pour continuellement arranger ça et faire la meilleure planification possible pour moi, finalement. Là, sur la structuration de ton année de course, comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu es du genre à anticiper et à poser très vite les gros jalons? Si oui, par quoi tu commences? Et puis, quelle latitude tu te laisses pour des courses un peu de cœur ou qui seraient peut-être déraisonnables, mais voilà, qui te font plaisir ou que tu improvises au débeauté? Comment est-ce que tout ça se construit, un plan là? Bah, moi, j'aime bien voir les choses longtemps à l'avance. Et en fait, là, ce que j'aime bien dire, c'est que là, en fait, je m'entraîne pour la Diagonale des Fous 2027 ou 2028 finalement. C'est vraiment pour ça que je m'entraîne. Euh, bon, blague à part, là, actuellement, je prépare du coup le 90 km du Mont Blanc fin juin. Donc, c'est vraiment l'objectif finalement de cette année. Il y en aura probablement un deuxième qui devait peut-être être la Diag, mais finalement, les projets ont changé cette année, donc ce sera pas la Diag, mais peut-être une course by UTMB d'ici la fin de l'année qui sera un deuxième objectif majeur cette saison. Mais voilà, moi, dans ma tête, la course la plus belle, la plus importante, ça reste la Diagonale des Fous et j'ai hâte de retourner sur cette course, quoi. Donc là, Inlassablement. actuellement, là, finalement, le 90 km du Mont Blanc, c'est une étape dans ma préparation et je le prends un peu voilà comme ça, comme une étape. Donc cette étape, c'est fin juin et pour arriver au mieux d'ici fin juin, on va travailler des cycles d'entraînement. On va faire un cycle, par exemple, qui va travailler ma VO2 max notamment, mais pas que. On va faire des cycles qui vont être orientés plus sur le volume pour créer un maximum de mitochondries, faire une néovascularisation, on va dire. Voilà, ça part un peu en termes techniques, mais voilà, c'est vraiment Allons-y. l'idée en fait. L'idée en fait, c'est de voir loin et d'y aller progressif. C'est ça le plus important, je pense. C'est vraiment d'y aller le plus progressif possible. Et si moi je t'appelle et je te propose une course qui est pas du tout dans les plans, pas du tout le format qu'il faut, pas du tout au bon moment, mais que ça te fait envie, tu peux dire oui? Tu sais Je ce genre signe là? où? Je signe où, Guillaume? OK, c'est ma réponse. Bon Non, à bah après, savoir. les autres courses, si tu veux, c'est un peu des objectifs secondaires qu'on va placer en préparation pour les courses phares. Donc, pour le coup, je suis ouvert à beaucoup de courses tant que ça suit une certaine logique. Tu es du genre à charger tes calendriers quand même sur une année? En faire parfois un Non, peu trop? non, je pense pas. Enfin, au maximum, je dois faire 4 ou 5 courses, grand maximum par an, avec parmi celles-ci un ou deux, allez, deux quand même, objectifs majeurs. Mais généralement, non, je suis pas du genre, parce que je mets enfin, une grosse implication mentale dans mes courses. Et au-delà du physique, je pense que c'est ça qui demande le plus de temps à vraiment bien récupérer derrière. Pour, Se enfin, relancer sur le typique. suivant, hein. Mmh. Ouais, c'est ça. Surtout Pour sur des digérer. courses aussi longues qu'un 100 miles ou même déjà un 100 km.
On va aborder un autre versant de ton parcours, Victor, si tu veux bien, qui est la création de contenu. Comment est-ce qu'il est né cet appel pour la création de contenu? Et qu'est-ce que tu avais envie fondamentalement de partager? Et ben, la création de contenu, j'ai envie de dire, on me parle souvent de Clem, mais Clem, je pense qu'il était même pas né quand j'ai commencé à faire des vidéos. Il courait même pas. Ouais, il courait pas, c'est sûr. Non, moi j'ai commencé à faire du contenu quand j'étais bien plus jeune. J'ai appris à faire du montage tout simplement sur ordinateur, en jouant aux jeux vidéo, comme je te disais tout à l'heure. Donc, bah, pareil, l'idée c'était de raconter des choses en vidéo. Et je penserai toujours, par exemple, à un exposé d'anglais en classe de première où j'ai pas eu une super note, je crois que j'ai eu 14. C'était Pas un si exposé mal. de groupe. On a eu 14, mais on avait fait une vidéo. Et la vidéo, on l'a décidé de la poster sur YouTube. Elle a fait 250 000 vues. Peut-être que si la prof, elle le savait. C'est pas cher payé pour un 14. Ça, Mais c'est ça, en fait. ça Je méritait me dis, mieux, hein, putain, j'ai ouais. eu que 14, mais d'un côté, j'ai pris des abonnés là-dessus. Voilà. Non, mais c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. C'est vraiment à la base, les jeux vidéo. Je faisais des vidéos de jeux vidéo, tout simplement. Et comment est-ce que tu qualifierais ton style aujourd'hui? C'est quoi ce que tu cherches à apporter? Hmm, Je pense que moi, ce que j'adore faire, c'est quand je regarde une personne regarder ma vidéo et voir les émotions qu'elle va avoir. Donc je pense que l'idée de créer des vidéos, c'est de transmettre des émotions avant tout. Hmm. Et ça, c'est la Tu, réponse la plus spontanée que je peux te sortir en tout cas. Donc je pense que c'est la bonne réponse du coup. Ouais, c'est la question que j'allais te poser ensuite, c'était la plus belle chose qu'on puisse te dire sur ton travail, mais c'est ça en gros, c'est donner du sens, toucher, interpeller, faire réagir et émouvoir les gens qui C'est te suivent ça et qui te vraiment. regardent. Et sur ta bio Insta, là, tu dis ici on perf et on se marre. Est-ce que ça raconte ton ordre de priorité aussi des choses? C'est la façon dont tu hiérarchises tes Bah engagements? c'est ça. Bah moi j'ai toujours ce côté très compétiteur, donc forcément je cherche absolument la performance, qui va être finalement la performance en compétition, parce que pour, pour chacun une performance peut être différente en fait tout simplement. Mais moi ça va vraiment être la performance en compétition, d'essayer de gagner, tout simplement gagner, monter sur le podium, avoir faire une belle course, ça va être ça le plus important. Et on se marre parce qu'en fait faut pas oublier que avant tout faut rigoler, faut se marrer. Et enfin c'est un peu simple dit comme ça, mais euh, j'ai peut-être été un moment dans le trail un petit peu trop sérieux. J'avais oublié finalement le pourquoi je faisais ça au fond de moi et par le biais de certaines rencontres, bah forcément celle de Clem notamment, bah j'ai changé quelque chose à ce niveau-là et j'ai repris plus le côté ok on peut perfer, il y a pas de problème, mais ça n'empêche pas de se marrer. Et je pense que c'est même hyper important parce que même si on est passionné, et ben faut pas oublier que tout simplement, on y va, on se fait plaisir avant tout, quoi. Donc, une passion, ça n'empêche pas de rigoler. Voilà. Je tire le fil avec Clément, donc Clem qui court. Est-ce que tu peux nous parler de votre rencontre et ta toute première impression quand tu le vois, la Clem, la première fois que tu le rencontres, au bout de quelques phrases, est-ce que tu te souviens de ce que tu t'es dit de lui? Ouais, je m'en souviens très très bien. C'était au mois de septembre, on reconnaissait tous les deux la Diagonale des Fous, parce qu'on était tous les deux engagés pour la Diagonale des Fous 2024. Et en fait, on a un ami commun qui s'est dit, bah tiens, à mon avis, eux, ils vont bien s'entendre, pourquoi pas les faire se rencontrer. Il a organisé un week-end choc, et du coup, on s'est retrouvés dans ma fat. Donc la première fois que j'ai croisé Clem, c'était une journée au bureau de 45 bandes dans ma fat. Il y a Pia, et ça a cliqué tout de suite. Ça a cliqué, je pense tout de suite, oui, oui, complètement. Bah, on a parlé de vidéo toute la sortie en fait. Et le pauvre Gaël, du coup, il était derrière avec nous, mais bon, il parlait pas trop de vidéo parce que lui, il s'en fiche un peu, mais bon, non, c'était super. Après, je me suis dit, ok, Clem, va falloir lui montrer quand même ce que c'est le trail, le vrai trail, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore le côté un peu sérieux. Mais au final, bon, moi, j'ai abandonné la Diagonale des Fous 2024 et pas lui. Il a fini même à 23e place, donc chapeau. Qu'est-ce qui vous distingue par ailleurs? Il y a pas mal de choses qui vous rapprochent. En quoi vous êtes différent avec Clem? Ah, excuse-moi, ça a encore bugué. Je t'en prie. Ouais, je sais pas si c'est moi ou pas. Je te posais la question de savoir en quoi vous êtes différents. Clem et toi, il y a un certain nombre de choses qui vous rapprochent et beaucoup d'affinités. C'est quoi les choses sur lesquelles vous êtes chacun à un bout du spectre? Hmm, je pense qu'avec Clem, ouais, comme tu dis, on a beaucoup de points communs, ça c'est sûr, mais on a aussi des choses qui nous opposent. Déjà, la première chose, je pense clairement que Clem, il est compétiteur, mais à sa façon. Il va moins être regardant là-dessus. Là où, typiquement, quand on va sur un événement ensemble,
Le plus important pour Clem, ça va être de faire du contenu de qualité, évidemment pour la communauté. Là où moi, je vais peut-être plus avoir ce côté, non Clem, on est là pour la perf, on est là pour la compétition. Voilà, je pense que c'est principalement ça qui va nous opposer. Mais finalement, ça se complète bien. Et donc voilà. Vous allez partager un certain nombre de projets ensemble. Qui a l'initiative en général? Est-ce que c'est plutôt toi, plutôt lui? Est-ce que c'est variable? En gros, qui allume la mèche et puis qui se charge de mettre de l'huile inflammable derrière pour que ça prenne? Ouais, forcément, initialement, c'est Clem qui était sur le devant de tout ça, puisque la première fois qu'on a été amené à bosser ensemble, c'était sur l'île de Rodrigue, et du coup, enfin l'île Rodrigue, du coup, en 2024, juste après la Diagonale des Fous. Lui, il était engagé sur un trail, et moi, j'étais là-bas en vacances. Et du coup, il m'a dit, bah, si tu veux, on fait du vidéo. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et suite à ça, après, il m'a envoyé un message pour Oman. Ensuite, on a commencé à parler du TOI. Ensuite, on a commencé à parler du TMB. Enfin, finalement, à chaque fois, c'est quand même plus Clem qui Initié. va. Enfin, c'est à la base, c'était lui déjà, c'était son projet de vivre de la création de contenu et du sport. Et moi, je suis arrivé là, j'avais absolument pas préparé ça, mais ce qu'il y a, c'est que finalement, bah, ça a bien marché et du coup, je me suis retrouvé, je suis pris au piège dans ce truc-là. Du coup, bah, je continue quoi. C'est une opportunité à saisir maintenant, c'est pas plus tard quoi, c'est pas demain. Donc on y va. Est-ce que tu lui dis non parfois? Ça arrive? C'est difficile de lui dire non à Clem. Je lui ai Parce déjà qu'il dit veut non. pas? Non, je lui ai déjà dit non parce qu'il y a des moments où il déconne. Enfin, je sais pas. Typiquement sur l'UTMB, on est à 48 heures du départ et il fallait encore qu'il aille faire, je sais pas, des vidéos de je ne sais quoi à 21h, 22h. Je lui fais bah non, là c'est plus possible, Clem. Là, faut qu'on fasse ton matériel obligatoire, c'est plus important. Il a Voilà, beaucoup donné ça va hein, être ce les genre de semaines non, précédentes, ouais. c'est ça. Mais après, non, c'est quand même assez difficile et puis finalement, j'ai envie de dire, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Enfin, on va être tous les deux quand on faisait des sponsors par exemple pour la Poste cet été. J'étais incapable de lui dire non. On finissait les journées à chaque fois très tard, mais le problème c'est que ça m'allait bien aussi quoi. Donc forcément, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Hmm. On parle beaucoup de Clem, mais c'est une bande élargie aussi dans laquelle il y a notamment Thomasio, Théo Détienne aussi qui est souvent dans les parages. Peut-être pour conclure sur cette relation avec Clem, je vais pas demander ton plus beau souvenir avec lui, mais peut-être la chose la plus inhabituelle, la plus dingue que tu aies vécu. Est-ce qu'il y a un souvenir qui est complètement inattendu de ce que tu as pu vivre avec lui, toutes les opportunités que vous avez eues là de faire de belles choses ensemble depuis fin 2024 que vous vous connaissez. Est-ce qu'il y a un truc, si on t'avait raconté ça il y a 5 ans, tu te dis c'est pas possible que j'ai vu un truc pareil? Ouais, il y en a eu, honnêtement, il y en a eu beaucoup. Et à chaque fois, en fait, c'est dans un degré qui augmente. Déjà à Rodrigue, il y avait certaines choses qui m'avaient marqué, mais ensuite à Oman, à l'UTOI encore plus. Mais je pense que le moment qui me reste là, qui me vient en tête tout de suite, c'est le finish sur l'UTMB cette année. Enfin, honnêtement, je m'y attendais absolument pas parce qu'il était assez tard, il était peut-être 23h30, minuit, et on n'avait pas prévu de fan zone, en tout cas pour l'arrivée du TMB. Et en fait, elle s'est faite toute seule. C'est-à-dire qu'il y avait un monde complètement fou à l'arrivée du TMB pour Clem. Et là, j'ai halluciné. Je fais waouh, quand même, c'est incroyable. Enfin, je repensais à Oman, par exemple, où on était tous les deux dans notre hôtel et finalement, on avait peut-être 50 000 vues par vidéo. À là, l'arrivée du TMB où il y avait peut-être 50 000 personnes à l'arrivée. C'était incroyable, complètement incroyable ça. Un moment vraiment fou. Je rebondis sur ce que tu as dit juste avant, mais est-ce que ça peut être une crainte, là, cette envie de faire toujours plus, tu vois, qui peut se comprendre, tu vois, d'aller chercher des trucs encore plus fous? Est-ce que ça peut être étourdissant? Est-ce que ça peut faire peur? Est-ce que ça peut créer un peu, tu vois, une syndrome de la page blanche ou autre, enfin, de manquer d'idées? Enfin, il y a finalement cet appel à la surenchère que tu ressens parfois, qui peut être désagréable? Je dirais pas qu'il y a un appel à la surenchère. Je pense qu'en fait, on essaye toujours de garder notre façon de faire, et c'est ça le plus important. On va à chaque fois apporter quelque chose de nouveau, bien sûr, mais le fond, lui, c'est le même. Et je pense que c'est ça qui marche. C'est ça. Donc, c'est pas enfin, moi, je dirais pas que c'est une question de surenchère.
Non, voilà, Ça c'est vous pas une met pas question. dans une position, en tout cas, d'inconfort de faire toujours chercher à toujours faire plus ou autre Ouais, jusqu'à c'est ce que vous ça. vous Non, perdiez en route, quoi. Ouais, vous êtes, non, on cherche pas à faire toujours plus. C'est bête, mais typiquement, des fois, on va trouver de l'inspiration. Simplement, on va rentrer dans un magasin, on regarde autour de nous et on ressort avec plein de gadgets qu'on va utiliser pour la course. Euh, je parle de ça, par exemple, pour le relais qu'on avait fait l'Ultra Sud Canigou avec Clem et Thomas. Et en fait, les vidéos avaient super bien marché. Alors derrière, il y avait toujours du travail en amont. On avait réfléchi un petit peu aux happenings, ces choses-là. Mais mais enfin moi je prends pas ça comme de la surenchère. C'est plus voilà, on fait ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on trouve drôle, qu'est-ce qu'on aimerait voir, et puis on le fait. Ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, mmh. bah on fera autre chose la fois d'après. C'est pas grave. Ouais, et vous le faites très bien en tout cas. On prend beaucoup de plaisir à vous suivre et c'est beaucoup de boulot aussi, tu l'as pas mentionné, mais voilà, on comprend aussi, ce que ça implique aussi que de sérieux pour arriver à pouvoir, déconner, faire des trucs comme ça à ce point-là décalé et créatif. C'est aussi, préalablement qu'il y a un socle de travail qui est, hyper important. Victor, Ouais. vas-y pardon, si tu veux rebondir, sinon Non, bah je suis d'accord. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard. C'est pas. ça marche. Victor, on va passer maintenant à notre redoutable séquence du questionnaire de Proust. J'ai, 3 questions hautement philosophiques pour toi. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ça va être une grosse surprise, ces questions, évidemment. Qu'est-ce qui t'a justement le plus surpris dans la personne que tu es devenue? Hmm, c'est pas une question très facile, ça, Guillaume. Bah, quand je réfléchis comme ça sous-entend un petit peu qu'on a changé finalement, enfin que j'ai changé, c'est en devenant une personne. Mais je suis pas certain d'avoir changé finalement. Enfin, j'ai toujours été je suis toujours le même depuis que je suis plus jeune. C'est juste à des degrés qui vont être peut-être plus prononcés. Mais j'ai toujours, je pense, été quelqu'un qui essaye d'être discipliné, en tout cas, qui essaye toujours quand il y a quelque chose qui me passionne, je vais toujours essayer de vivre cette passion à son maximum. Donc, je vais m'en donner les moyens et je vais passer beaucoup de temps pour essayer de m'améliorer dans ce que je veux faire. Donc, et ça n'a pas changé en fait, ça a toujours été la même chose. Donc, voilà, ce qui me surprend le plus, peut-être ma capacité à être discipliné quand il faut l'être, mais du coup, être aussi très chill quand il n'y a pas besoin de l'être. Une très belle gestion, la clé en Ouais. ultra aussi. Si tu pouvais absorber une qualité d'une personne que tu connais, laquelle choisirais-tu et chez qui? Une qualité d'une personne, je pense que ce serait la créativité de Clem OK. et sa capacité aussi d'anticiper. Et ouais, Clem, il est vraiment très créatif. Et ça, c'est pour ça que ça marche pour lui, en tout cas, autant. Et moi, ce qui m'avait étonné, c'est à chaque fois que je l'ai vu, donc à chaque fois, c'est à plusieurs mois d'intervalle. Donc, il avait toujours anticipé quelque chose pour la fois d'après. Alors moi, j'arrive, je me pointe en mode, ça y est, là, je sais que je suis à niveau, c'est bon, je me suis préparé pour ça. Et j'arrive, je raconte mes idées à Clem, et en fait, Clem avait déjà prévu autre chose. Il était déjà sur un coup plus tard. Enfin, il a toujours un coup d'avance, en fait. Et je m'étais déjà fait la remarque. Je me suis dit, punaise, comment il fait, comment il fait ça? C'est pas possible. Parfait. Alors question pour toi, la chose que tu fais pour laquelle, tu perds complètement la notion du temps? Alors il y a les jeux vidéo, on l'a compris quand tu étais plus jeune. Ouais, Aujourd'hui, mais ça, qu'est-ce c'est qui fini, c'est t'absorbe? complètement fini, les jeux vidéo, c'est vraiment fini. Non, le montage. Le montage. Quand je me lance dans un montage pour une vidéo, enfin là, clairement, le temps, je ne le maîtrise plus du tout. Et il peut y avoir, au final, qu'une seule minute de vidéo. Et en fait, c'est 15 heures de boulot sur 7 minutes de vidéo. Mmh. Voilà. Je pense par exemple à ma vidéo d'annonce de sponsor avec Oversteams. J'ai fait ça avec ma femme, Marie. Et elle Ouais. m'a fait le rendu, il était 4 heures du matin, quoi. On avait passé la journée dessus. Est-ce que tu es du genre, moi je suis comme ça, à pas lâcher tant que c'est pas fini, quoi? C'est-à-dire que tu peux pas bouger de ta chaise tant que le truc est pas final et même s'il y a de l'agitation autour, si le temps c'est n'importe quoi et cetera, de juste en fait, c'est impossible de pas finir, d'avoir une version finale entre les mains avant de passer à autre chose. Ouais, c'est ce petit côté un peu tryhard où on va pas lâcher l'affaire, on y va tant qu'on n'a pas ce petit détail qu'on voulait, enfin le rendu qu'on voulait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça.
Victor, on va passer beaucoup de temps à la Réunion ensemble là aujourd'hui. Toi, tu as passé toi-même 4 ans, tu nous l'as dit, on va parler de 4 de tes diags et puis du trail de Bourbon. Donc ça va nous faire un joli condensé de course épique. Avant ça, il y a la question qui pique. Donc je nous affranchis la présentation de la course puisque la diag, on l'a déjà traité un certain nombre de fois. Donc nos auditeurs la connaissent sur le bout des doigts et des oreilles. J'ai une petite question qui pique pour toi. Je suis allé chercher du côté du Bourbon, donc le trail de Bourbon auquel tu as participé en 2023. C'est aussi un whisky américain qui est fabriqué avec 51% de maïs au moins et qui est vieilli dans des fûts de chêne neuf carbonisés. Et ben, j'ai 3 questions pour toi, un petit quiz, un petit QCM ou un petit vrai-faux sur le Bourbon, parce que j'imagine que tu as un niveau d'expertise avancé sur le sujet. Oui. Première question, le pourcentage du Bourbon mondial qui est produit dans le Kentucky, est-ce que c'est 50%, 75% ou 95%? Oh, comme ça, je dirais 75%. 95. Ah, punaise. Incroyable, Ah oui, c'est beaucoup. C'est plus impressionnant. ce que Voilà, c'est j'imaginais. oui, tu me posais la question très régulièrement, j'imagine, jusqu'ici. Je suis content de t'apporter cette réponse aujourd'hui à 31 ans. Voilà, maintenant tu le sais, puis tu vas le replacer dans les dîners en ville. Alors, il existe un Bourbon Trail, qui est un chemin de pèlerinage officiel dans le Kentucky, comme un peu le chemin de Compostelle, mais pour les amateurs raffinés du Bourbon. Tu y crois ou pas à ça? Hmm, ouais, je dirais oui, les Américains, ils peuvent être fous des fois. Exactement. C'est un circuit touristique officiel qui a été créé en 1999. Donc, il y a un petit passeport à tamponner dans chacune des distilleries que tu vas visiter sur le parcours. Donc, il y en a 18 et il y a déjà plus de 2,5 millions de visiteurs depuis la création de ce trail. Voilà, c'est une autre façon de pratiquer du trail un peu plus Ok, alternative. Eh ben, écoute, attends, t'es 1 sur 2, c'est bien. C'est là c'est que pas ça va se mal. jouer. Laquelle de ces personnalités est impliquée dans la production de Bourbon? Matthew McConaughey, c'est toujours une galère à prononcer. Le groupe Metallica, Bob Dylan ou les trois? Matthew McConaughey, Metallica, Bob Dylan ou les trois? Les trois. T'es fort. C'est une bonne réponse. Ils sont tous les trois très investis sur le sujet. Alors, apparemment, c'est pas le choix de la facilité parce que la tequila et le gin se font beaucoup plus rapidement parce qu'il faut pas faire vieillir. Il n'y a pas moins de règles strictes. Là, c'est 2 ans de vieillissement pour le bourbon. Donc, ouais, George Clooney notamment ou The Rock, ils sont investis dans la tequila ou Ryan Reynolds dans le gin. Mais les trois dont je t'ai parlé sont effectivement plus investis dans tout ce qui est bourbon. Bravo à toi pour avoir distillé ces bourbonnes réponses. Je suis très fier de toi, Victor. On va se Merci, mais plonger le maintenant. Bourbon, c'est vrai que je m'y connais pas mal. Ouais. On va aller maintenant à La Réunion. Alors, c'est peut-être moins une terre de Bourbon, j'ai l'impression. On va revenir peut-être sur plus généralement le contexte de ta participation en 2019. On reviendra un tout petit peu quelques mois auparavant, mais c'est né à l'origine d'un pari. Tu t'inscris à ce moment-là, tu connais pas le trail à proprement parler, c'est ça? Ouais, exactement. Bah en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le trail. Et j'ai découvert le trail en ayant un dossard sur la Diagonale des Fous. En fait, bon, c'est ce qui s'est passé, c'est que en décembre 2018, au cours d'un terrible accident, j'ai perdu mon petit frère. Donc quelques jours avant qu'il ait 20 ans. C'était exactement un mois et demi, 2 mois avant que je passe mes partiels, mes examens de sixième année de médecine. Donc forcément, bah, je suis arrivé à l'examen, pas du tout la tête à ça. Et je m'étais présenté, hein, mais j'avais dit comme ça à des potes, bon les gars, ok, si je valide, pour moi je n'avais pas validé parce que je ne travaillais absolument plus depuis 2 mois. Je m'étais dit, si je valide, je m'inscris à la Diagonale des Fous. En fait, c'est n'importe quoi parce que non seulement j'ai validé, mais en plus je me souviens que j'ai rarement eu des aussi bonnes notes, enfin aussi bonnes. C'est pas non plus, j'étais pas major de ma promo clairement, mais j'étais peut-être dans les 80 premiers de ma promo avec pas loin de 14 de moyenne, quelque chose comme ça sur ces examens. Donc j'ai respecté ce que j'avais dit, je me suis inscrit à la Diagonale des Fous parce que c'était la période, c'était en février je crois, donc c'est comme maintenant, hein, donc les inscriptions sont en cours. Et j'avais même presque oublié ça en fait. Sauf qu'au mois de mars, je reçois un petit email là, dans ma boîte de réception qui me dit bonjour, on a une bonne nouvelle, vous avez été Félicitations. tiré au sort. Je me souviendrai toujours, j'étais chez le podologue à ce moment-là, parce que j'avais des petits problèmes d'aponévrosite plantaire. Et j'étais chez le podologue et je fais ah bah regardez monsieur Thiebaud, vous êtes le premier à savoir. Je sors mon portable et je fais bon bah je vais faire la diagonale des fous là en octobre. Voilà. Sauf que le problème c'est qu'à ce moment-là, j'avais jamais couru plus de 20 bornes et j'avais absolument jamais fait de trail. Donc c'est là que le pétrin a commencé finalement.
C'est quoi à ce moment-là, là, on comprend que c'est une période de ta vie très difficile évidemment. Le sport pour toi, c'est le refuge le plus immédiat? Complètement. C'est un refuge. C'est-à-dire que je peux aller courir longtemps sans juste en pensant, enfin en réfléchissant, mais c'est le moment où j'ai le plus l'impression de vivre finalement. J'ai pas à ce moment-là, j'ai pas de problème. Je fais ce que j'aime. Ça me fait du bien au corps, à l'esprit. Donc je commence à augmenter quand même sérieusement mon nombre de sorties par semaine parce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin en fait à ce moment-là. Et au-delà du bienfait au quotidien, c'est très précieux pour toi d'avoir un objectif aussi à terme, quelque chose qui te porte une trajectoire? Toujours, toujours. Moi, je fonctionne comme ça. Donc, bah là, forcément, il y a cette diagonale des fous qui tombe. Si ça avait pas été ça, ça aurait très certainement été autre chose. D'ailleurs, je pensais Le par tort des exemple. géants. Alors, j'avais jamais entendu parler du Tour des Géants à ce moment-là. Mais typiquement, quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire, ça aurait été un Ironman. Ironman, c'était quelque chose qui me faisait rêver depuis que je suis tout petit, qui faisait d'abord rêver mon père quand on regardait ça. Il disait, oh regarde, c'est des machines et ça. Du coup, dans ma tête, je me disais, oh, un jour, papa, tu verras, j'en ferai un. Mais en fait, tout simplement, la différence, c'est que le prix du dossard pour l'Ironman, c'était 550 euros, là où la Diagonale des Fous, c'était 170 euros. Donc forcément, en tant qu'étudiant à ce moment-là, bah, c'était beaucoup moins cher à la Diagonale des Fous. Enfin, le dossard. Le De dossard. ça, ouais, ouais. Il y a un petit déplacement pour aller là-bas. Ouais. La Diag, on le rappelle quand même brièvement, c'est 165 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Est-ce que tu as la moindre idée de là où tu viens de mettre les pieds en fait? Est-ce que tu mesures l'ampleur de ce qui t'attend ou c'est complètement irrationnel? C'est des chiffres qui te disent rien? Enfin, est-ce que ça te paraît complètement insurmontable et dingue ou est-ce que tu as une espèce de candeur sur le fait que c'est possible et qu'en faisant ce qu'il faut, tu pourras très bien te sortir de cette course dont tu voulais quand même connaître la réputation? Non, je pense pas que je me rends compte vraiment à ce moment-là dans quel bourbier je me suis mis. À ce moment-là, je m'en rends pas compte. Mais j'ai eu des personnes au téléphone qui connaissaient le trail, notamment des proches d'un certain François Daen, qui m'avaient appelé et il m'avait un peu dit, en gros, il m'avait dit ne fais pas ça. Il m'avait même dit mot pour mot, un Ironman, c'est du pipi de chat à côté. Pour se dire que vraiment l'Ironman à côté, c'est facile à côté d'une diagonale des fous. Mais moi, je me rendais pas compte. Et puis dans ma tête, de toute façon, j'ai mon dossard. Enfin, en tout cas, j'avais été tiré au sort. J'allais le faire. Enfin, j'avais plus le choix. C'était comme ça. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pas fait encore les courses qualificatives. Donc, il fallait absolument que je les fasse avant, je sais plus, je crois que c'était fin juin. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le trail. C'est-à-dire que début avril ou fin mars, exactement, ça devait être début avril, j'ai mon premier dossard de trail sur le trail du Grand Ballon. Donc Hmm. fallait 85 points, donc c'est le système de points pour valider une course qualificative pour la Réunion. Donc elle faisait 70 km et 3000 mètres de D+, quelque chose comme ça. C'est comme ça que j'ai découvert le trail. Et j'ai adoré. C'est ça le problème, c'est que j'ai adoré. T'as pas mal enchaîné d'ailleurs. Après, t'as fait le trail des donjons. Un peu. Ça a été plus Ouais, c'est compliqué ça, de ce que j'ai compris. c'est ça. Donc je finis le trail dans les Vosges, et ça se passe plutôt pas mal. Donc moi je suis content. Sauf que à ce moment-là, je ne connais rien en nutrition, je ne connais rien en période de récupération ou ce genre de choses. Donc là, j'ai 3 semaines de courbatures intenses à cause de l'excentrique notamment. Et j'enchaîne en fait avec le trail des donjons à Cucugnan, c'est un petit bled ici dans les Pyrénées-Orientales, et un trail hyper technique, mais vraiment avec un ratio de monstre, hein, 70 km et 5000 mètres de D+. Je me souviens, pour moi, c'est encore le trail le plus difficile que j'ai fait dans ma vie, c'est celui-là. Parce qu'en fait, 3 semaines avant, ça s'était bien passé. Du coup, là, je me dis, ah bah, allez, Trop facile ce on y sport. va, on y va pour la perf, quoi. Donc, on va essayer de partir un peu plus fort. J'essaie de partir devant avec les gars. Je fais 2 heures avec eux, et puis après, j'explose complètement parce que ah oui, forcément, je mangeais rien, je buvais rien. Il y avait un problème, quoi. C'était clair et net que j'avais pas du tout ce qu'il fallait pour faire un trail comme ça. Et clairement pas, il fallait certainement pas partir à cette allure-là. Bref, j'explose, sauf que là, quand j'explose à 2 heures de course, bah, il reste encore au moins 10 heures derrière à marcher, quoi. Mais du coup, je suis revenu à mon objectif principal qui était fini la course. Si tu finis la course, t'as tes points pour la diag et tu feras la diagonale des fous. Donc voilà. Et quand j'ai terminé cette course, j'ai tellement puisé mentalement, mais quand j'ai passé la ligne, je savais que j'allais terminer la diagonale des fous. Que maintenant, je savais vers quoi je me lançais et que j'allais faire ce qu'il fallait pour réussir.
Donc là, il y a évidemment ton frère qui a une place forte dans ton cœur et dans toute cette démarche-là. Il y a aussi peut-être un projet associatif dans lequel il était lui-même impliqué, l'association Agartho pour le Togo. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Exactement, ouais. Donc, en fait, quand j'ai fait ça, je me disais, bon, ok, c'est bien, Victor, tu cours, tu vas faire diagonale et fou, c'est génial, mais en fait, déjà, un, tout le monde s'en fout, et deux, à part t'apporter quelque chose à toi, qu'est-ce que ça sert à rien, ce que tu fais. Et là, je me suis dit, bon, on va essayer de faire un truc caritatif, mais bon, voilà, je suis étudiant en médecine, comment dire, des associations, il y en a vraiment beaucoup, il y en a plein, laquelle choisir. Et en fait, mon petit frère, il était proche, par le biais d'un de ses amis, d'une association germano-togolaise, l'association Agerto, ça s'appelle, euh, qui en fait, comment dire, récolte des fonds pour construire notamment des écoles au Togo. Et mon frangin, il devait partir là-bas avec un de ses amis. En fait, quand j'ai fait ça, quand je pensais à tout ça, je me suis dit, bah, si Axel était là, il serait super content. Peut-être que je l'aide à financer quelque chose. Donc, je me suis dit, en fait, je vais faire ça comme ça. Je vais essayer de recueillir des fonds pour Agerto, tout simplement. Et c'est de là que l'idée du projet caritatif est venue et, et qu'on s'est lancé là-dedans, quoi. Qui a apporté un peu plus de sens finalement au projet Diagonale des Mm. Fous. Ouais, qui sortait de ton projet individuel, qui donne un peu plus de souffle. Dans quel état d'esprit et disposition physique tu te sens à l'issue de ces mois de découverte du trail finalement? Et puis tu as aussi dans tout ça quelques semaines avant le départ, enfin, où tu as un surprenant podium sur ton premier ultra en Ardèche. Tout ça, ça te met dans quelle perspective? C'est quoi l'objectif là? Est-ce que pour cette première, finir, ce serait déjà un résultat amplement suffisant? Alors effectivement, il y a eu un podium en Ardèche. Bon, je pense qu'il reste anecdotique. On n'était quand même pas beaucoup au départ. C'était sympa d'ailleurs cette course. C'était au départ d'un camping et en fait t'avais 10 boucles de 10 kilomètres de mémoire. C'était à peu près ça. Et Tarani Sarga Trail, hein, c'est ça? Tarani Sargatray exactement. Et les 10 boucles étaient complètement différentes à chaque fois. Et en fait, tu choisissais le nombre de boucles que tu voulais faire. Donc moi, j'étais inscrit pour finir. Donc c'était, alors de mémoire, je crois que c'était 115 kilomètres. Et ouais, plus j'avançais dans la course, plus on me dit, mais Victor, t'es presque sur le podium du 115 km. Moi, j'étais en train d'halluciner. Mais bon, du coup, après, c'était devenu un petit peu le but de finir déjà, il fallait finir la course, mais du coup, forcément, avec le podium, c'était super sympa. Mais par contre, non, ça n'a pas changé mes plans pour la Diag, parce que je savais que la Diag, c'était un autre monstre. Et que, avant tout, la Diag, il fallait la finir. C'était vraiment ça que je m'étais dit. Il faut absolument que tu termines la diagonale des fous. T'as pas le droit à l'échec. Enfin là, tu t'es lancé dans un truc où tu fais une association, tu essayes d'en parler sur les réseaux et tout. Et on a toujours un peu cette pression quand on essaie de parler des choses. C'est la peut-être que moi ma plus grande peur c'est et si ça marche pas et si j'y arrive pas. C'est-à-dire que j'en aurais parlé comme ça, j'aurais fait ouais, regardez moi ce que je peux faire et tout ça et en fait j'y arrive pas. Et c'est un peu ce sentiment de honte qui me fait peur en fait tout simplement. Donc je m'étais interdit de ne pas finir la diagonale des fous. Donc non, il y avait aucun enjeu de compétition. Il y avait quand même l'idée, c'était de passer sous les 40 heures. C'était mon seul objectif un peu perf. C'était moins de 40 heures. Qu'est-ce que tu viens viscéralement et fondamentalement y chercher dans cette diag? Hmm, je- c'est pas forcément la diag, enfin si particulièrement, si quand même la diag, mais dans l'ultra, c'est les émotions. C'est en fait, on est capable d'aller chercher des émotions. Je crois qu'on peut pas avoir autrement, tout simplement, ou alors quelque chose de très fort. Euh, En ultra trail, en fait, il y a un stade où la moindre émotion est décuplée, mais peut-être 100, 1000 fois. Et c'est ça que je suis venu chercher, retrouver ça. Et revenir à la Réunion, ça s'était aussi inscrit dans un projet familial finalement, parce que j'ai pu venir avec mon père, ma mère, mon autre frère Rémi et ma femme Marie, sachant que bah, mes parents sont séparés. Donc ça, c'était un peu un voyage où on se retrouvait tous ensemble. Et plus la diagonale des fous, en fait, ça permettait pareil, d'aller retrouver des émotions tous ensemble, mais des bonnes émotions, quelque chose qui va nous faire pleurer, mais de joie. Marie qui ne savait pas qu'elle allait être ta femme à ce moment-là.
Ah non, elle était pas au courant. Bon, elle m'a dit qu'elle s'en doutait quand même. Mais Elle était très investie sur ta course d'ailleurs, de ce que j'ai pu voir sur les vidéos de préparation. très, 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 Au très niveau de investi. motivation, c'est précieux d'avoir un entourage comme ça. Ah oui, non, Tu mais j'ai eu t'es... énormément de chance, que ce soit mes parents, mon frère aussi, parce que je les ai quand même J'imagine. ramenés à l'autre bout du monde à La Réunion, et puis Marie, forcément, parce que elle est venue aussi, mais c'est elle qui me supporte tous les jours, qui, surtout à l'époque où j'étais externe, donc je passais quand même pas mal de temps, soit à l'hôpital, soit à réviser, et en fait, le peu de temps que j'avais, c'était pour m'entraîner finalement, et ça, c'est elle qui devait le supporter. Alors Victor, tu as surmonté la première difficulté de la course qui était d'éviter l'amas de coureurs qui s'est vautré sur la ligne de départ. Je crois qu'il y a eu un enchevêtrement avec des gens, je crois, qui ont été DNF avant même d'avoir franchi la ligne de départ, je crois, parce qu'il y a eu un petit accident au Ouais. tout début. Tout le monde s'est un peu piétiné. Bon, c'est toujours triste. Si tu veux bien nous raconter dans les grandes lignes cette diag de façon relativement synthétique, et puis peut-être nous dire ce qui a été le plus surprenant dans les deux sens, c'est-à-dire ce qui t'a émerveillé bien plus que ce que tu pensais, parce qu'il y a des choses que tu avais réellement sous-estimées et quand bien même tu savais malgré tout dans quoi tu te lançais. Qu'est-ce qui était en deçà de ce que, enfin, qu'est-ce qui se révèle en tout cas bien au-dessus de ce que toi t'avais imaginé? Ouais, bah effectivement, la Diac, ça a commencé par une énorme chute. Et on a fait peut-être 50 ou 100 mètres. Et là, il y a des mecs qui sont tombés tout simplement un petit peu devant moi. Alors qu'en plus, justement, je tenais ça du cyclisme. On m'avait toujours dit sur la ligne de départ, essaye d'être devant parce que ça peut tomber, il peut y avoir des problèmes. Donc moi, je m'étais dit sur la Diag, ok, on essaie de partir, même si je vais pas partir très vite, je me mets le plus devant possible. Et malgré tout, il y a eu une chute devant moi, alors que franchement, c'était peut-être 200 grands max devant moi, quoi. Et je me souviens très bien parce que j'ai reparlé à des gars qui ont été pris dans cette chute. J'ai eu l'occasion d'en revoir après la course. Ils avaient dû abandonner, quoi. C'est quand même Ah, les terrible. pauvres, C'est ouais, quand c'est même terrible. terrible. Donc là, ce soir-là, ça part. Euh, En fait, la course, je l'avais pas trop planifiée. On avait fait le point, enfin, finalement, avec mes connaissances de l'époque, si, c'était très, très, très planifié. Mais quand je reprends les choses maintenant, avec forcément mon évolution, entre guillemets, dans le monde du trail, bah oui, non, je trouve que c'était pas très, très bien planifié. Bah, pour l'époque, j'avais tout planifié. Et finalement, ça se passait un petit peu presque comme prévu. Euh, la course, j- j'ai pas eu de gros soucis. J'ai eu un problème de genou au kilomètre 70-80 vers la plaine des Merles, qui était assez embêtant. Mais à part ça, honnêtement, j'ai que des très bons Descendre du souvenirs. Maïdo un peu difficile aussi, je crois. Et c'est ça, c'est le sortie du Maïdo, mais en fait, ça rentre en compte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais avoir un ravitaillement au sommet du Maïdo. Sachant que le dernier ravitaillement que j'ai vu avec ma famille, c'était Sillaos, parce qu'après, pour rentrer dans ma fat et tout, c'est très galère. Et sauf qu'il y a eu un changement de plan. Enfin, c'est même pas qu'il y a eu un changement de plan, c'est mon père et mon frère qui ont décidé de descendre vers Roche-Plate plutôt que de m'attendre au sommet du Maïdo. Mais ils avaient pas besoin de faire, enfin, normalement, c'était pas ce qui était prévu de faire. Mais je C'est suis pas trop ça qu'on content. avait dit. J'arrive à Roche-Plate, moi je suis super content. Ah bah super, il y a mon père et il y a Rémi. Vous faites quoi les gars? Bah là ça fait 8 heures qu'on t'attend, vu qu'on n'a rien mangé, on n'a pas de lampe frontale, mais on va remonter avec toi. Je fais ok si vous voulez. Et sauf que le problème c'est que eux, ils avaient un peu sous-estimé le truc et ils s'étaient pas rendu compte que le trail, voilà, je m'étais vraiment vraiment entraîné pour ça. Donc en fait dans la montée, ils ont pas pu tenir, sachant qu'ils avaient passé la journée eux à rien manger, juste à m'attendre comme ça à Roche-Plate et ils n'avaient pas de frontal, donc ils ont remonté tout le Maïdo sans frontal. Mais le problème derrière tout ça surtout, c'est que du coup ils n'avaient pas de réseau pour envoyer à Marie et maman qui elles m'attendaient là-haut pour me ravitailler. Ils avaient plus de réseau ou ils avaient plus de batterie, je sais plus, pour leur dire que j'arrivais. En fait, quand je suis arrivé là-bas au sommet du Maïdo pour mon vrai ravitaillement, ben là il y avait personne. Et là c'était dur par contre. Là c'était très Pardon, très je dur. rigole pas. Si tu peux. Maintenant je le prends pour rigoler, mais c'est vrai que ce soir-là, j'étais mauvais, j'étais très mauvais. En plus, parce que, du coup, je descends de l'autre côté, donc vers Ilha de Savannah, mais je mets un temps fou pour descendre cette longue descente là, parce que du coup, entre-temps, j'essaye de dormir dans les sentiers, j'ai froid, machin. Je vais chez les podologues qui s'occupent de mes pieds, et là, je téléphone à ma mère, et c'est pas de bol, c'est elle qui décroche, mais du coup, c'est elle qui se fait engueuler, quoi. Alors que, au final, ouais, mais c'est des super souvenirs maintenant quand j'y repense. Mais c'est vrai que quand j'y repense, ce genre de petits trucs, c'est là que je dis que dans un 100 miles, j'ai mis une énorme implication mentale. C'est que je pense que sur ça, il y en a plein qui auraient abandonné
parce que à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien du tout, pas bien du tout, mais que ce soit j'étais en hypoglycémie, parce que vu que je mangeais pas grand-chose, bah c'est sûr et certain que je manquais de sucre, j'avais les pieds défoncés, j'avais froid, j'avais envie de dormir, j'avais jamais couru aussi longtemps à ce moment-là, mais, mais en fait c'est tout, une bonne engueulade au téléphone, après le soleil qui se lève et c'était reparti. Donc ça s'est fini comme ça tranquillement. Ouais, je suis arrivé le samedi vers midi, je crois, au stade de la Redoute. Un peu moins de Après. 38 heures, 37 heures 51 minutes, c'est ça. Ouais, Top, exactement, ouais, top 37h50. 200. Donc c'est ça. Bah, c'est surtout le moins de 40 heures qui était là. Après, je termine, oui, 170 ou 175e, quelque chose comme ça. Ouais, Et 176, j'étais ouais. très content de ça aussi, très fier de ça. Mais le plus important, c'était que j'avais terminé la course. Quel regard tu portes sur elle, là, justement, après avoir fantasmé ce qu'elle pouvait être, confrontée au principe de réalité? Qu'est-ce que tu te dis? Moi, pour moi, le trail, c'est la diagonale des fous. Enfin, il y a, je veux pas dire qu'il y a que cette course parce que c'est pas vrai. Mais si tu me dis là demain, t'as une course à faire, c'est laquelle ce sera enfin, c'est par rapport à ce que j'y ai vécu cette année-là, mais même d'autres années après. Et par rapport à enfin, c'est vraiment elle qui m'a tout apporté dans le trail. C'est comme ça que j'ai découvert le trail et c'est comme ça que je conçois le trail. Donc, pour moi, c'est la plus belle course, clairement. Quelle place, là, pour tes pensées, pour ton frère dans cette course-là? Est-ce que tu as eu quand même le sentiment de courir pour deux sur toute la course? Comment est-ce que ce lien a vécu? Ah oui, bah tout le temps. Enfin, déjà que je pense à mon frère quotidiennement, ça c'est sûr et certain. Mais là, pendant la course, je m'accrochais à lui et je sais qu'il était avec moi quelque part, c'est sûr et certain. Enfin, il m'a permis peut-être de me transcender et de me décupler pour réussir à boucler ce monstre qui est la diagonale des fous. Avec Et, finalement peu d'expérience et peu de préparation, parce que finalement, ça faisait 6 mois que je savais que j'allais faire ce truc, quoi. et pour en revenir à l'association, donc tu as réussi à lever plus de 4 500 € donc, pour Agerto. C'est ça, un petit 5000. Je crois qu'il y avait même 5000 au final, parce qu'il y a eu des dons de dernière minute, et ça avait passé les 5000. Donc ça, je suis super content pour ça. Et je devais aller là-bas avec Nils, justement, qui est le copain de mon frère. Ça s'est pas encore fait, parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid, et puis après, je suis parti vivre à La Réunion, tout ça. Mais je pense qu'un jour, on ira voir, parce que je sais que... Et j'ai vu les photos, en tout cas, ils ont construit des trucs vraiment très très sympas. Des belles petites classes très colorées pour les écoliers là-bas du Togo. Au bout de combien de secondes, une fois la ligne franchie, tu t'es dit que tu allais revenir? Alors, cette année-là, ça a duré plus longtemps que d'habitude. Enfin, plus longtemps que ça a peut-être duré 15 minutes. Ok, oui, c'est long quand même. Le temps de digérer, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Je me souviens encore, je leur disais, ouais, plus jamais je fais ça. Et puis, en fait, 15 minutes après, bon, finalement, c'était quand même cool. On va faire l'impasse, Victor, sur une pandémie mondiale qui a bousculé les plans de beaucoup de monde. Nous voilà en 2021. Tu reviens sur la diagonale des foot. Tu n'as pas beaucoup couru depuis, mais en revanche, tu as quand même une approche qui est différente. Tu connais la course, enfin, du moins cette logique de découverte, et tu t'entraînes mieux. C'est quoi tes aspirations pour cette deuxième fois? Ben, c'est ça. Deuxième course, du coup, c'est en 2021. Et en fait, bah, entre-temps, il y a eu le Covid. Donc, il n'y a pas eu de dossard du tout. Et mais par contre, la grosse différence, c'est que maintenant, j'habite sur l'île de la Réunion à ce moment-là, et donc je fais partie des locaux. Je connais bien les sentiers. Enfin, quoique les sentiers, je les connaissais pas encore top top parce que je bossais beaucoup au CHU et en fait, j'avais pas le temps d'aller dans ma fat. Mais en tout cas, j'habite à la Réunion, je suis bien acclimaté, on va dire. Donc deuxième sur ITRA, on peut regarder, il y avait enfin aucune course entre la Diag 2019 et 2021. Et en fait, il y a même un stade où j'avais plus de courses, enfin, j'avais plus de diagonales des fous que de courses normales, on va dire. Donc ça, on reviendra dessus à peu près. Mais du coup, la deuxième diag, je la prends quand même différemment. Là, pour le coup, je cherche plus l'objectif du chrono. L'objectif, c'était d'essayer de faire moins de 30 heures. Mais en fait, je m'en rends compte maintenant, c'est que je manque encore beaucoup d'expérience à ce moment-là. Je pense, un très bon niveau d'entraînement avec le plus gros volume que j'ai jamais fait, c'était cette année-là, clairement. Alors, j'avais à peu près 800-850 heures de sport, ce qui est énorme. Enfin, mais j'avais beaucoup, beaucoup de vélo à côté, et finalement, en course à pied, j'en avais pas plus que ça. Et j'ai pu faire ça parce que
mon premier stage en tant qu'interne, parce qu'en fait, je commençais mon internat de médecine à l'époque. J'étais chez le praticien, et là, pour le coup, mon premier stage, c'était cool, j'étais pas très loin de mon boulot, donc j'y allais à pied. Mais après, ça a duré 6 mois. Après, c'est devenu, c'est devenu la grosse galère. Mais et après, en fait, tout simplement, j'habitais à Saint-Pierre et le CHU dans lequel j'étais affecté, il était à Saint-Denis. Donc ça fait 80 km. 80 km, c'est à peu près 50 minutes normalement à La Réunion sans embouteillage. Mais à La Réunion, il n'y a enfin, il y a que des embouteillages. Donc ça, T'as un c'était. petit record personnel, t'as un petit RP à 5 heures, tu m'avais dit, sur ce Attends, trajet-là de 80 excuse-moi. km. T'as un petit RP à 5 heures sur ces 80 km. Exactement, ouais, c'est mon RP. 5 heures pour faire Saint-Pierre, Saint-Denis, en étant bloqué dans les routes de la montagne. Et ça, je m'en souviendrai Un, bien. un bon 16 km/h de moyenne. Juste C'est ça. pour revenir sur la course, elle se passe bien globalement. Il y a un chapitre, enfin, il y a un avant la possession et un après la possession globalement. C'est là où la course tourne. Exactement, ouais. Donc jusqu'à la possession, premier ravito de la possession, je suis 30e au scratch. Donc là, c'est super bien. Et en fait, en repartant de la possession, je commençais à avoir un petit problème au niveau de. Bah maintenant, je sais ce que c'est un roller. Je commence à avoir un problème au niveau du roller. Sauf qu'en fait, le temps de m'arrêter à la possession, de me faire ravitailler, quand je suis reparti, ça a marché 2-3 km. Et à un moment, le roller, il voulait plus entendre parler de courir. Donc en fait, j'ai vraiment fini littéralement, comme je dis, en rampant entre, en gros, un peu avant Grande Chaloupe jusqu'à l'arrivée. Et là, je perds beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, ouais. Et des places, du coup, parce que je voyais les mecs me doubler, j'étais là, punaise, c'est pas possible, quoi. J'avance plus, j'étais à l'arrêt total. Hop, c'est le Tu jeu. finis malgré tout 42e en 31h13. Et dans ce que j'ai lu de ton débrief de course, c'est quand même vraiment le plaisir qui prédomine malgré cette petite contrariété sur le relever. C'est quand même là encore un émerveillement, une joie d'avoir vécu cette course. Une chance. Ah oui, complètement. Ah oui, moi, c'est un bonheur avant tout. Et puis finalement, le moment le plus difficile mentalement, c'était cette fin de course où j'étais blessé. Mais finalement, ça reste une infime partie du temps euh, de course. Donc non, non, j'en retiens que du positif. Comme le dit le célèbre adage, jamais 203. Si on te cherche donc mi-octobre 2022, on sait à peu près où te trouver. C'est à nouveau donc sur la Diagonale des Fous. Là, il y a un petit cumul des mandats. Là, il y a pas mal de choses qui se télescopent par ailleurs. Tu as un stage difficile au CHU. Il y a la naissance de ton fils. Tu as une entorse début juillet. Enfin voilà, tu as un joli petit mélange. Dans quelle disposition tu arrives sur la ligne de départ cette année-là? Ouais, bah 2022, ouais, ça c'est une diag, c'est ma dernière diag que j'ai réussi à terminer. Et cette année-là, je pense qu'il y avait un peu, il y en avait un peu de trop en fait, tout simplement. C'est que bah moi j'avais toujours, bah forcément, déjà j'habite à La Réunion, donc si j'habite à La Réunion, tu me verras au départ de la Diagonale des Fous, ça c'est sûr et certain. Donc, à partir de là, et le problème c'est que quand tu t'inscris sur la Diagonale des Fous, ça devient l'objectif de ton année. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je prenais les choses, c'est que tout tournait autour de ça. Sauf qu'en attendant, donc j'habitais à Saint-Pierre et je travaillais à Saint-Denis. Donc ça, déjà, je passais, bah, c'était 1 heure et demie de route le matin et la même chose le soir. Donc ce que je faisais, c'est que je partais vers 5 heures du mat de chez moi pour arriver très tôt au CHU, pour éviter les embouteillages, tout simplement. Je m'entraînais avant d'aller au CHU, je faisais ma journée, j'essayais d'aller recourir un petit peu après le CHU et je rentrais chez moi. Voilà, du coup, Marie, elle m'attendait de pied ferme, sachant qu'elle, elle était enceinte et elle a accouché de June, du coup, au mois de mai. Et moi, je continuais de préparer cette diagonale des fous, donc je continuais de quand même beaucoup m'entraîner. Et en fait, je pense qu'il y a eu un surplus, c'est-à-dire qu'en juillet, j'ai voulu à coûte que coûte faire une course qui s'appelle Rennes 974, parce que je savais que j'avais amélioré mon niveau, je courais plus. En fait, j'avais beaucoup moins d'heures d'entraînement, tout cumulé, mais j'avais beaucoup plus de courses à pied. Ce qui fait que spécifiquement en course à pied, je continuais de m'améliorer. Mais je pense, quand tu prends tous les facteurs entre le CHU où j'avais un stage difficile, avec beaucoup de garde, la naissance de June, euh, essayer de s'entraîner en parallèle, bah le vrai 974 il s'est très mal passé puisque j'ai explosé, mais vraiment explosé ma cheville au bout de 45 km, donc avec double arrachement osseux. Enfin, là c'est parti, hein, quand ça a craqué comme ça là-haut à Marabout, là que j'ai vu les vaches partir en courant parce qu'elles ont eu peur du bruit, je me suis dit là c'est pas bon. À mon avis la diagonale des fous ça va pas bien se faire parce que c'était Elles ont de des moins pire. acouphènes depuis apparemment. C'est clair. Et et euh, Et donc c'est ce qui s'est passé finalement, c'est que j'ai été immobilisé pendant plus de 3 semaines. Je pouvais plus du tout courir, j'avais une espèce d'attelle.
mais grâce au très bon conseil du docteur Lemarchand, chez qui j'étais en stage du coup peu avant en médecine du sport, c'est lui qui a un peu orienté ma prise en charge et qui fait que j'ai quand même réussi à être sur le départ de la ligne du départ du Diagonal des Fous 2022. Et finalement, j'étais reposé avec un volume moindre, mais plein de fraîcheur. Voilà. Ma seule question, c'était est-ce que ma cheville va tenir? Mais par contre, ouais, j'avais une confiance en moi sur la ligne de départ qui était vraiment proche de zéro, parce que j'avais pour moi pas du tout le volume d'entraînement qui était nécessaire pour l'objectif des moins de 30 heures que je m'étais fixé. Mmh. Comme quoi, on le sait, mais il n'y a jamais vraiment de règles. Parfois, on a le sentiment de pas être dans les meilleures dispositions, et puis finalement, tout se passe bien. Et à l'inverse, parfois, une course nous échappe complètement, alors que rationnellement, on a mis les choses en place comme il fallait. C'est donc cette année-là ta meilleure perf sur la Diag, 21e au scratch. C'est quoi? C'est un combo entre ce que tu as dit de ta préparation, malgré tout l'expérience, une bonne gestion un peu de tous les facteurs, l'anticipation. Qu'est-ce qui explique que tu t'en sois si bien tiré, alors que c'était pas forcément très favorable sur le papier? C'est ça, bah, je pense que c'était pas très favorable sur le papier, mais en fait, j'ai tellement tout mis en ordre, en œuvre finalement pour arriver là, dans un état physique que j'espérais le plus complet possible. Comme on dit, j'ai tryhard, 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 comme on dit, c'est sur ma passion. Je voulais que ça et faire le meilleur possible. Donc, je suis arrivé sur la Diag et oui, elle s'est bien placée. Et puis j'avais aussi plus d'expérience, que ce soit en nutrition. Je mangeais beaucoup plus. Que ce soit sur le plan de course, j'avais des allures qui étaient quand même peut-être plus raisonnables, en tout cas avec moins d'écart, enfin moins d'à-coups. Et aussi surtout, en fait, j'avais cette expérience d'une blessure, hein, donc les releveurs, qui fait que quand j'ai commencé à sentir le moindre petit titillement dans le releveur, j'ai pas perdu de temps, j'ai tout de suite strappé en conséquence, ce qui fait qu'en fait, bah, je suis pareil, 30e à la possession, sauf que bah là, avec une cheville qui est complètement bloquée grâce au strap, finalement j'ai pas mal et je peux continuer de courir. Et en fait, bah, je continue de gagner des places là où l'année d'avant, sur le même segment, je faisais que de dégringoler. Et c'est juste cette différence, elle se fait sur cette dernière portion entre la possession et l'arrivée. C'était la même course, mais sauf ces derniers kilomètres qui sont primordiaux finalement. Alors 2023, c'est une année aussi particulière pour toi. Alors ta première victoire avec Fabrice Payette, la local legend de la Réunion. Qu'est-ce qui se passe là? Tu fais le Trail de Bourbon, pas de Diag en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a orienté ton choix vers ce Ouais, format plus court? bah, je pense que l'année d'avant, en 2022, j'ai appris que voilà, on ne peut pas tout faire, tout d'un coup en tout cas. Donc que ce soit entre l'internat, la naissance du petit, la diagonale des fous, j'ai dit ok, la diag, je fais une petite pause pour l'instant. L'idée c'est de découvrir des formats un peu plus courts, plus rapides, plus intenses pour travailler d'autres choses en fait. Et c'est là que l'année 2023, c'est là que j'ai découvert finalement le trail plus commun entre guillemets, les trails beaucoup plus courts. Parce que jusque là, je le redis, mais j'avais plus de courses, j'avais plus de diagonales des fous que enfin, j'avais plus de 50% des courses, c'était des diagonales des fous sur mon Nitra à ce moment-là. Donc effectivement, j'ai aussi changé ma façon de m'entraîner, donc j'ai mis beaucoup de renforcement musculaire parce que bah, je savais que j'avais beaucoup à gagner là-dessus. Et ça a bien marché d'ailleurs. Mettez-vous au renfort les gars, c'est primordial, ça marche vraiment bien. C'est pénible, mais ça marche. C'est pénible, mais ça change tout. Donc ouais, première victoire en début mars là avec Fabrice Payette, qui finira sixième de la Diag la même année. Donc pareil, c'est une fierté d'avoir pu finir avec lui. C'est la première année où tu formules des ambitions de performance assez hautes. Là, tu as une idée en tête qui est de faire un podium, en tout cas t'en approcher le plus possible. Ouais, clairement, bah là c'est pareil. En fait, en plus, j'ai de nouveau un stage qui va être un peu plus calme pour la période de mai jusqu'à octobre justement. Donc bon, il est toujours loin de chez moi, mais par contre c'est un stage en libéral, donc c'est quand même une pression différente du CHU, ce qui me permet de m'entraîner un petit peu plus, de retrouver un entraînement le matin, un entraînement le soir, mais plus sérieux. Notre vie se stabilise un peu plus aussi avec Marie et June qui commencent à grandir, ça reste un petit peu plus facile. Et puis surtout, on voit la fin de mon internat. Donc, donc on a des projets qui arrivent pour l'après. Et donc, je, je pense à ce moment-là que oui, j'ai une prépa qui est vraiment optimale et que j'arrive dans une très très bonne forme sur le trail de Bourbon avec l'envie d'aller chercher le podium sur une course du Grand Raid. Mais malheureusement, il y avait des gars encore très très solides ce jour-là.
Tu peux nous raconter là justement comment s'est passée la course pour toi, ce Trail de Bourbon? Ouais. Bah, ça s'est passé. En fait, pareil, le trail de Bourbon à ce moment-là, c'est l'ancien parcours, mais c'est du vrai trail, quoi. On a un petit peu de kilomètres de route au tout début, et en fait, tout de suite après, on s'enfonce finalement dans le cirque de Sillaos en montant Kervegen, qui est très technique, très raide, et puis derrière, c'est que des sentiers jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça va être des sentiers qui sont techniques et pièges, donc faut vraiment être très attentionné. C'est un trail. Le seul truc que je regrette un petit peu, c'est que ça se passe la nuit. Bon, moi, je suis pas très très fan de la nuit, donc c'est le côté que j'aime moins. Mais voilà, ça part relativement vite. Il y a Nicolas Gourdon qui est là, Noël Giordano, donc ils se tirent un petit peu la bourre. Et il y a mon pote Mathieu Desserpris, chez qui on est tous les deux chez Run Green à ce moment-là. Le gars, il a les jambes de sa vie ce jour-là, et je le vois partir tout de suite sur la route à fond. Il a choisi son genre. C'est ça, il part à fond. Je me dis, mais il est fou de partir comme ça. Et là, je vois Noël Giordano et Nico qui disent, mais c'est qui lui, c'est qui lui? Et là, il y a un autre gars qui leur répond. Il répond un peu n'importe quoi, mais parce qu'il confond avec quelqu'un d'autre, il dit, c'est Olivier Lamarque, il a terminé sur le podium l'année d'avant. Et là, j'ai vu, alors que c'était pas du tout ça, hein, c'est pas du tout ça. Mais moi, dans ma tête, j'ai rien dit parce que je me suis dit, attends, là, je les vois les deux, là, Nicolas Gourdon et Noël Ça a Giordano, cogité. Mm. ça a cogité. Ah bon, ah bon? Et là, ils sont partis à pleine balle aussi pour revenir sur lui. Moi, je m'étais dit, bon, bah, c'est bon pour moi, ils partent peut-être un peu trop vite et je les récupérerai plus loin. Et en fait, non, je les ai jamais récupérés parce qu'ils étaient vraiment trop forts. Alors, il y a Noël Giordano, malheureusement, il s'est blessé parce que je crois qu'avec Nico, ils sont vraiment partis sur des allures très très fortes. Rien que moi, en fait, à ce moment-là, j'avais pris les temps du vainqueur de l'année d'avant et j'étais à peu près dessus, j'étais même un peu en avance par moment. Et je me souviendrai toujours parce que j'arrive à deux bras, donc c'est ravitaillement de quasiment à la sortie de Mafat avant d'entamer le mur de Dodan. Et il y a ma maman qui est là. Et je lui dis, mais maman, je comprends pas, j'ai presque 10 minutes d'avance sur les temps du vainqueur de l'année d'avant et je suis que sixième à ce moment-là de la course. Et là, maman, elle me dit quoi? Si tu veux, on rentre en 4x4, parce qu'il y a les pistes 4x4 en fait pour rentrer. Le truc que tu as envie d'entendre à ce moment-là. Et bon, finalement, petit à petit, j'ai pu reprendre quelques places. Et je termine quatrième à 2 minutes, mais je le savais pas en fait, de mon pote Mathieu Desserpris qui aura fait toute la course pleine balle. Il avait les jambes de sa vie. Et quand je longe le stade de la Redoute, pour finir la course, bah, j'entendais qu'en fait lui il était en train d'arriver. Voilà, c'était sympa. Ça aurait été cool qu'on arrive ensemble, je pense quand même. Mais bon, il était trop Mm, fort ce jour-là, Mathieu. Il a fait 16 heures de course devant moi, donc c'est tout, c'est de ma faute. mm. Toi, t'es avec June. C'est ça. Moi, par contre, je fais une superbe arrivée avec June qui m'attendait là, donc je l'attrape et puis lui, je vois qu'il est trop content. Je pense qu'il sait pas trop ce qui se passe, mais il est trop content. Je vois qu'il est trop content de me retrouver. Donc moi, j'étais super content aussi de pouvoir le prendre dans mes bras et de passer la ligne d'arrivée avec lui. C'est des souvenirs que j'aurai tout le temps ça. Et aussi, surtout, ce jour-là, je m'en souviens aussi parce que il y a mon pote Urko Laranaga, qui était là aussi sur la ligne d'arrivée. Sauf que moi, les dernières nouvelles, Urko, il a eu un malaise la veille sur la Mascareigne. Il a fait une hyperthermie, il a terminé à l'hôpital et tout, et j'étais hyper inquiet. Mais vraiment, j'en ai pas dormi de la nuit. Vraiment, ça m'avait terrorisé cette histoire parce que Yurko, il est un petit comme moi, comme John quoi. Donc je m'étais dit, mais punaise, c'est pas possible. On n'avait pas trop de nouvelles. Et, euh, et c'est d'ailleurs pendant la course, j'y ai pensé. Un moment, je passe beaucoup de temps à me couvrir de gros trucs de glaçons parce qu'il faisait super chaud. J'avais trop peur de faire un coup de chaleur ou je sais pas quoi. Et en fait, je mets tous mes trucs, donc je passe un petit peu de temps sur le ravitaillement à faire mon truc. Et en fait, au bout de 5 minutes, je les ai enlevés parce qu'il y a un gros nuage qui est venu. Et en fait, limite, il faisait froid. Bon, enfin bref. Mais en tout cas, Urko était sorti et était là sur la ligne d'arrivée. Donc ça, je m'en souviendrai aussi toujours parce que forcément, bah, revoir Urko, c'est un énorme soulagement à ce moment-là, quoi. Je fais un petit crochet dans ta vie personnelle, mais à l'issue de ce Bourbon, tu avais planifié un tour du monde, alors il aurait pu tourner assez court en raison d'un examen, ce projet personnel. Ouais, alors 2 semaines avant le Trail de Bourbon, j'avais mon examen de validation de DES de médecine générale. Donc c'est l'examen qui permet de valider ton cursus d'interne et de dire qu'en gros c'est bon, tu as validé ton internat, tu es médecin. Ça fait pas de toi un docteur parce qu'il faut maintenant, enfin il y a la thèse à faire. Mais du coup j'avais eu cet examen là 2 semaines avant le Bourbon et j'avais eu un énorme stress parce que comme tu dis en fait euh, l'internat se terminait en gros au 1er novembre. Et au 1er novembre, on avait prévu avec Marie et June un mini tour du monde en fait de 6 mois, donc avec pas mal de billets d'avion qui étaient déjà réservés et tout. On avait mis toutes nos économies là-dedans. Et en fait, j'avais appris juste avant de passer mon examen, enfin peut-être 5-6 jours avant, que la promo
des premières années, enfin des internes en première année qui ont eu aussi leur examen de fin d'année, bah, ça avait été hyper sévère. Qu'il y en avait genre, je sais plus exactement le chiffre, mais je crois qu'il y en avait au moins la moitié qui était refoulée. Enfin, c'était énorme. C'était vraiment un désastre. Mais moi, je m'étais dit, mais c'est pas possible. Enfin, si je me fais refouler, parce que là, ils ont l'air d'être très, très, très énervés. Si je me fais refouler, ça sous-entend qu'en fait, je dois rester. Parce que je peux pas partir en voyage. Sauf que c'est pas possible, en fait. Enfin, on a pris tous nos billets d'avion, on a plus du tout d'argent, là, tout est prévu. Enfin, on n'a plus de maison, on n'a plus rien. Les maisons, enfin, les voitures étaient vendues, mais on les gardait jusqu'à l'aéroport. C'est-à-dire que Remise de carte finalement, grise au comptoir de l'avion, quoi, de la compagnie. ça s'est bien passé, Ou j'ai validé presque. mon examen, et donc, du coup, enfin, c'était un rush total ce dernier mois jusqu'à l'aéroport où on faisait les papiers pour vendre la voiture, juste avant de prendre l'avion pour Rodrigue, justement. Est-ce que tu peux nous dire justement, Rodrigue, là, on entend souvent des athlètes qui font l'enchaînement, notamment Mathieu Blanchard cette année-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette course-là? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Est-ce qu'elle est très proche en soi? Et c'est un terrain qui ressemble à celui de La Réunion. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce trail et le format 75 km sur lequel tu as couru et que tu as même remporté? Alors, du coup, effectivement, on part en tour du monde, mais forcément, c'est moi qui organise le tour du monde, et moi, Elle a par pas quelle vu l'arnaque, la destination on va Marie? commencer? Par quelle destination on commence? Bah, celle où il y a un trail, forcément. Donc, je sais qu'il y a ce fameux trail de Rodrigue 2 semaines après, 2 ou 3 semaines après la Diagonale des Fous, je crois que c'est 2 semaines après. Mhm. Le premier week-end de novembre, en fait, t'as le trail de l'île de Rodrigue, donc avec différents formats, et moi je m'étais inscrit sur le format le plus long, qui me paraissait déjà court pour l'époque, mais c'était un 75 km qui fait exactement le tracé du Tour de l'île. Et pour ça, j'avais pris la trace de Mathieu Blanchard, qui avait gagné cette course-là l'année d'avant. Il l'avait mis sur Strava. Moi, je l'avais mis dans ma montre. Et juste pour l'anecdote, bah, effectivement, pendant la course, je me suis trompé 2, 3 fois. En fait, c'est les endroits où Oh. Mathieu se trompait. Je suivais aveuglément sa trace, et du coup, bah, voilà. Parce que, ouais, bon, le balisage, voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais bon, c'est vrai que c'est pas un balisage incroyable sur l'île de Rodrigue. Et oui, c'est une course qui est à la fois roulante, parce qu'il y a des longues portions de route, faut bombarder, mais c'est en même temps très technique. Il y a quand même 1000 mètres de dénivelé positif. Alors on va me dire sur 75 km c'est rien, mais finalement à Rodrigue c'est pas très plat en fait. Et t'as pas des grosses montées, mais c'est toujours des petites montées, petites descentes, petites montées, petites descentes. Donc ça en fait musculairement c'était un truc nouveau pour moi. Ça demande d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps en prise. Et surtout ce jour-là il y avait un monsieur qui s'appelle Liro Flore, qui est champion de Rodrigue et de Maurice. Et c'était un peu mon adversaire du jour. Parce que, pareil, on n'est pas énorme sur le trail, mais en fait, il suffit d'avoir un ou deux gars qui vont se tirer dessus pour faire une course qui va être très difficile. Et donc, Liro, il est parti pleine balle dès le départ, parce qu'il est plus habitué à des formats 50 km, et moi, sur des formats un peu plus longs. Donc, quand j'ai vu partir, je me suis dit, il part peut-être un peu trop fort, là. Mais en fait, il a pris jusqu'à 15 minutes d'avance par moment. Je m'étais dit, c'est foutu. Mais petit à petit, on va dire que l'expérience du long fait que je suis revenu sur lui, parce que lui, du coup, passer le kilomètre 50, ça a commencé à être très dur pour lui. Voilà. Donc, au final, j'ai pu gagner, mais c'était une belle bataille. Franchement, c'est une super course, n'empêche. Et quand je revois l'Iro, on en parle, on rigole bien de cette course. On avait passé un super moment. Donc ensuite, il y a votre tour du monde, un petit passage quand même par Tarawera. Tu as réussi à mettre ça aussi à l'ordre du jour, une petite course en Nouvelle-Zélande. Nous voilà en 2024 de retour sur la Diag pour la quatrième fois. Là aussi, les conditions sont pas rêvées à quelques jours du départ. Est-ce que tu peux nous raconter ta course et puis aussi comment tu as réussi à faire plonger avec toi Antoine Guillon dans ta pain cave? Comment est-ce Oui, que exact. tu as ouvert la porte, faire C'est chuter ça. le métronome, faire dérailler? C'est ça. Donc effectivement, la Diagonale des Fous 2024, j'y reviens parce que je suis revenu vivre à La Réunion. Donc forcément, si j'habite à La Réunion, je fais la Diagonale des Fous. Mais j'arrive forcément moins préparé parce qu'avec cette histoire de tour du monde, bah, j'ai fait la Tarawera, mais j'ai abandonné. J'ai fait un trail au Vietnam que j'ai pu terminer. Mais pareil, j'avais aucune régularité. Les derniers mois avant la Diag, je m'étais bien préparé. C'est là que j'ai rencontré Clem, ça revenait bien. Mais malheureusement, en fait, la semaine juste avant la Diag, j'attrape un virus. J'ai 42 fièvre tous les soirs, des troubles digestifs. Bon, bah, le jour de la course, en fait, au bout de 30-35 km, je sentais que j'avais les jambes déjà bien, bien, bien entamées. Mais arrivé à Sillaos, bah, je me dis, de toute façon, t'es là pour ça. Tu rentres dans ma fat et t'as pas le choix, faut ressortir. En fait, c'est jamais revenu. Et je suis dans ma fat. Et oui, je m'en souviendrai toujours de ce moment parce que j'en ai un petit peu honte quand même. C'est que je suis en train de remonter donc ces fameux 2000 mètres là depuis le bas de la rivière des Galets jusqu'au Maïdo.
Et là, je retombe sur Antoine, parce qu'en fait, avec Antoine, on a partagé beaucoup, beaucoup de moments dans cette course, sur cette Diag 2024. Et là, je retombe sur lui, et il vient comme ça, il me fait: «Ah, alors Victor, comment tu te sens, ça va ou pas?» Et là, moi, j'étais au bout de ma vie, mais j'étais complètement lessivé, j'étais en hypoglycémie, mentalement, il n'y a plus rien qui allait. Et je lui dis: «Bah non, Antoine, c'est fini, moi, je vais au sommet du Maïdo, là, et puis je rends le dossard.» Et là, tu te rends compte quand même, t'as Antoine Guillon quand même qui vient te dire ça. Il me fait: «Non, mais non, Victor, n'abandonne pas, allez, accroche-toi, ça va le faire, tu vas réussir. Et si tu veux, on termine la course ensemble, on y va tranquille, mais on la fait ensemble, on va jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée ensemble.» Là, je lui dis, t'imagines quand même, t'as Antoine Guillon qui te demande ça. Quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Et là, je lui dis: «Ah non, toi, je suis désolé, je peux pas. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, d'aller me coucher.» Et voilà, ça s'est fini comme ça avec Antoine. Et en fait, Antoine, il me dit, et là, il commence à enfin, il voit que je reviendrai pas sur mes paroles. Il me fait: «Oh, Victor, je pense que t'as raison. Oh, et puis, je crois que je vais abandonner aussi parce que j'ai des petits problèmes de cheville, là. Et il y a mon pote, Cédric Chavet, là, qui était dans le top 10 et qui vient de se tordre vraiment violemment la cheville. Donc, j'ai pas envie que ça m'arrive non plus. Donc, je pense que je vais abandonner aussi en haut du Maïdo. T'as raison, Victor.» Là, il commence à me faire: «Victor, tu sais que ça doit être ma 17e diagonale des fous et que j'ai jamais abandonné.» Le poids de la culpabilité sur tes épaules. Je m'en voulais terriblement à ce moment-là, mais d'un côté, moi j'avais envie de rentrer chez moi, quoi. J'avais pas envie de passer encore, j'en sais rien, peut-être 10, 15 heures sur les sentiers à marcher là, jusqu'à la fin. Enfin, je savais que j'étais plus du tout dans les objectifs que je m'étais fixés. Là, pour le coup, je prenais plus de plaisir. Et en fait, je pense que ma prépa était bonne, mais malheureusement, en fait, un, un virus, aussi bête soit-il, avec de la fièvre, fait que ton corps va cataboliser à fond. Musculairement, tu n'auras pas les mêmes ressentis, tu vas, enfin, ça s'est pas bien passé cette année-là, c'est tout, c'est le jeu, c'est comme ça. Et puis, en plus, si j'avais pas abandonné, Clem, il serait revenu sur moi, peut-être, et du coup, il penserait encore que peut-être qu'il est meilleur que moi. Hérésie. Victor, on peut imaginer la suite. La diagonale va très probablement t'appeler à nouveau. Qu'est-ce qui pourrait te faire venir encore, revenir là-bas? Qu'est-ce qui te reste à trouver sur cette diag et à vivre? Ah, bah, moi, j'ai envie d'y retourner pour les émotions avant tout, bien sûr. Mais les émotions, je vais aussi les chercher en faisant la compétition avec les autres. Donc, le but, ça va être d'aller chercher, bah, c'est bête à dire, mais le meilleur que je peux aller chercher. Donc, le meilleur temps. Donc, je suis en train de travailler déjà dessus, là, sur mes plans de course, sur les choses à travailler spécifiquement pour certains moments de la course et tout ça. Et quand c'est pas une blague quand je dis que je me prépare pour ça au jour d'aujourd'hui, c'est quand même vrai quelque part, ouais. Donc j'ai hâte d'y retourner. Rendez-vous en 2027 au plus tôt, en tout cas. Ouais, je pense, Victor, tu 2027. nous as parlé de ton agenda là, de 2026 déjà avec tout ce que tu étais en mesure de nous dire à ce jour. Est-ce qu'il y a par ailleurs une course dont tu rêves à plus ou moins long terme, une course qui te fait vraiment envie, différente, enfin voilà, qui te Il y parle a viscéralement? je pense qu'il y en a deux. Deux. Il y en a une, la première, elle est peut-être moins connue, mais en fait, c'est sa difficulté et enfin, c'est l'échappée belle, mais l'intégrale. Mhm. Parce que l'année dernière, j'ai fait la traversée nord, qui est le format 100 km, et l'intégrale, qui est le format 100 miles, qui est, je pense, vraiment un morceau, mais un très, 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 très gros morceau. Parce que pour avoir repéré forcément le tracé grâce à la traversée nord, il y a des moments c'est très technique, t'as beaucoup d'altitude et c'est long comme course, quoi. Donc ça, j'aimerais vraiment la faire dans son intégralité un jour, mais pareil, je le ferai quand je serai préparé. Je pense au-delà du physique, là c'est mental avant tout, vraiment, parce que c'est quand tu vois qu'une diac ça se gagne en 23 heures, là c'est plus 28 heures, peut-être 27 pour les premiers, donc c'est vraiment un autre morceau. Donc forcément, elle me fait rêver celle-ci. Mais puis bien sûr l'UTMB. Ouais, l'UTMB, c'est quand j'ai découvert l'UTMB avec Clem là, on était deux gamins, c'était incroyable. On en a pris plein les yeux. Moi en tant que ravitailleur et Clem en tant que coureur. Mais oui, je me dis qu'un jour, c'est sûr et certain, j'y serai en tant que coureur. Et je pense pas qu'une fois. Enfin, j'aimerais bien la faire plusieurs fois. Ouais. Donc, pareil, essayer d'aller chercher le meilleur de moi-même physiquement sur cette course. Victor, on arrive à la dernière question de ce podcast. C'est non pas le mot de la fin, mais le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise à partager avec nous qui illustrerait ta philosophie de vie, ton rapport à la course à pied? Est-ce qu'il y aurait une idée que tu aimerais partager avec nous?
Bah, c'est quelque chose que j'ai déjà dit en 2019 et qui fait que je me suis inscrit comme ça, presque sur un coup de tête sur la Diagonale des Fous. Mais je pense que ma philosophie un peu, c'est de se dire que il sera trop tard demain. Donc, si on a quelque chose qui nous fait envie, quelque chose dont on rêve, c'est maintenant. C'est pas demain. Enfin, il faut commencer à se préparer pour ça maintenant. Évidemment, faut pas faire n'importe quoi. Faut quand même inscrire. Enfin, voilà, j'ai pas tout lâché non plus, mais en tout cas, j'ai vraiment orienté ma vie pour ça. Et ouais, je pense que je sais pas comment me l'exprimer, mais c'est ce que j'ai envie de dire en tout cas, c'est de pas perdre de temps, que tout peut s'arrêter très très vite. Et je pense que ça, j'en ai vraiment conscience évidemment, et que je veux faire ce qui me plaît et ce dont j'ai envie maintenant et pas demain. Mmh. Merci beaucoup, Victor. C'est une très belle façon de se quitter avec cet épisode. Merci beaucoup pour ta sincérité, d'avoir aussi abordé les aspects plus personnels de ta vie sans aucun filtre, et puis de nous avoir embarqué avec toi sur la Réunion et les différentes expériences que tu as pu y connaître. Et puis voilà, on ressent tout l'amour que tu portes à la fois à Lille et puis à ces courses que sont la Diag et le Bourbon. Merci pour ce très chouette moment en tout cas. On va suivre la suite de tes aventures très vite. Donc ce sera à la Diag dans quelques années. Mais avant ça, en 90 km du Mont Blanc, qui sera déjà un joli petit morceau fin juin à Chamonix. Prends bien soin de toi, Victor. Merci pour ce chouette moment. Merci beaucoup Guillaume. Je suis très honoré d'avoir été ton invité. Ah, tu plaisantes. Quel bonheur de t'avoir reçu. À bientôt. Merci, à bientôt.